Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Un carton des bouquins, votre émission littéraire préférée. Un carton des bouquins, c'est un carton, dedans il y a des bouquins, je vous parle des bouquins. Aujourd'hui on va continuer de parler de Bob Moran, il y a eu déjà 2 vidéos le concernant précédemment que je vous invite à aller voir. Aujourd'hui on va parler plus particulièrement de sa némésis, son ennemi juré, je veux parler de Monsieur Ming, alias l'ombre jaune. Je me demande si ce dessin ne serait pas un peu raciste. Mais non, c'est impossible, je suis un Français républicain universaliste, je ne peux pas être raciste. Monsieur Ming apparaît en 1959 dans La couronne de Golconde. 1959, c'est-à-dire 6 ans après la première aventure de Bob Moran, il aura donc fallu attendre 6 ans pour avoir cet ennemi qui va devenir récurrent, qui va devenir certainement l'une des figures les plus connues de ces 200 romans Bob Moran. La couronne de Golconde est, de mon point de vue, l'un des meilleurs romans de Bob Moran. Enfin, écrit par Henry Verne. C'est un des meilleurs romans, c'est une vraie quête, une vraie chasse au trésor, il y a une vraie quête derrière, il y a des passages vraiment marquants, une partie de poker assez spéciale au début, une course-poursuite avec ces fameux dacoits, qui sont les Seyd de Monsieur Ming. On est dans de l'Indiana Jones avant l'heure, quoi. Bon, ça reste évidemment du pulp. C'est un vrai bon roman pulp, vraiment très intéressant. Et puis donc apparaît cette figure qui d'abord s'appelle Monsieur Ming, ne s'appelle pas encore l'ombre jaune, c'est-à-dire il faut s'imaginer donc un grand asiatique avec des bras très musclés, des mains énormes, mais un visage chauve, au teint olive, des dents pointues de carnassier et des yeux, quasiment des yeux de tigre, une intelligence exceptionnelle et une maîtrise de soi absolument incroyable. Bon bref, l'ombre jaune, enfin Monsieur Ming, pardon, c'est la figure du mal. On le compare énormément à Satan dans ce roman et aussi dans les suivants. C'est le génie du mal. Donc voilà, c'est vraiment une figure qu'on aime bien voir dans la littérature populaire. On va en reparler un petit peu après. Donc 1959, 1960 vont sortir plusieurs romans, 5, si je ne dis pas de bêtises, 2, 3, 4... Oui, 5 romans qui forment un peu le premier arc du cycle de l'ombre jaune. On va en parler maintenant. Donc on a d'abord La couronne de Golconde, puis suit quelques mois plus tard, de la même année, 1959 encore, et bien on a l'ombre jaune, voilà. Cette fois l'aventure se déroule à Londres. Pour le coup, c'est une énorme course-poursuite dans Londres, et encore dans des quartiers peu connus, malfamés. Je peux pas dire que ça soit le roman le plus excitant, très sincèrement. Mais par contre, on commence à voir donc se développer ce personnage de Monsieur Ming qui se fait ici surnommer l'ombre jaune. On commence à découvrir les enjeux. On commence à voir les prémices de ce qui va être l'un des points forts de ce personnage, c'est-à-dire tout le rapport à la cybernétique, etc. C'est encore très léger. C'est pas vraiment le roman le plus excitant de mon point de vue, même si, voilà, il va poser des bases. À la fin de l'ombre jaune, je vais vous spoiler un peu, mais Bill Ballantine réussit à tuer Monsieur Ming. Sauf que, il n'était pas vraiment mort. Et donc, on va le retrouver dans La revanche de l'ombre jaune. Pareil, cette fois on est en 59-1960, on est de toute façon quelques mois encore après l'ombre jaune, on sent qu'il y a un filon derrière, on sent que, à mon avis, l'éditeur a dû se dire « Ce personnage-là me paraît très intéressant, Monsieur Verne, développez-le, s'il vous plaît ». Et donc, dans La revanche de l'ombre jaune, on a, là encore, comme pour La couronne de Golconde, une vraie grande aventure de Moran, avec plusieurs lieux très marquants, avec par exemple dans Paris même, on a la rue du Temple, le Temple, les égouts de Paris qui sont extrêmement bien décrits. On sent qu'il y a énormément de documentation derrière, sincèrement. On a l'aventure après se termine du côté du Nil en Égypte. Là encore, forte documentation. On en apprend beaucoup plus sur les motivations de Monsieur Ming, de Monsieur l'ombre jaune, notamment ce côté international, tentaculaire de ce génie du mal. Dans le précédent roman, c'était assez, assez léger, c'était assez local. Là, cette fois, on voit un petit peu mieux toutes les ramifications de ce génie du mal. La revanche de l'ombre jaune
Évidemment, à ceci de particulier, c'est qu'à la fin, Bob Moran meurt. Bob Moran, en effet, se fait tirer dessus par l'ombre jaune. Bill Ballantine est témoin de la scène terrible qui rappelle, il faut bien l'avouer, la mort de Sherlock Holmes. C'est un petit peu la même ambiance. Et pour être honnête, on va découvrir un petit peu le même genre de rebondissement ensuite. Donc la revanche de l'ombre jaune, pareil, je vous le conseille, tout comme la couronne de Golconde. Dépaysement, aventure, riche documentation, quelque chose de très dense. Donc vraiment j'aime beaucoup. Peu de temps après, nous on a donc laissé Bob Moran pour mort. Bill Ballantine se retrouve donc seul à devoir venger son vieil ami et à retrouver donc le repère de Monsieur Ming en Inde. Et donc là, cette fois, c'est un roman qui a ceci de particulier, le châtiment de l'ombre jaune. Dans ce roman-là, on suit en fait Bill Ballantine. C'est Bill Ballantine qui est le personnage principal de ce roman. À ma connaissance, ça sera l'unique fois où ce sera le cas. C'est un peu dommage qu'au niveau du développement, il n'y ait pas quelque chose de plus particulier. Ça aurait été peut-être intéressant de le voir un petit peu plus... d'avoir une personnalité un petit peu plus forte quand même. Là, ça reste quand même très léger, et surtout le problème, c'est qu'il se fait sauver la mise trop souvent dans le roman. Encore une fois, on aurait aimé quand même qu'il ait un petit peu plus de force, un petit peu plus de présence, vraiment qu'il se mette un petit peu plus en avant. C'est pas vraiment le cas. Il se fait sauver 3-4 fois par ce mystérieux couple ici. C'était un moine lépreux accompagné d'une jeune femme, mais ces deux personnes peuvent-ils bien être? Mystère. Et donc, le final, c'est comme le dit le titre, Monsieur Ming va connaître son châtiment, et ça sera bien fait pour lui. Voilà, donc on aurait pu se dire, voilà, tout est terminé, voilà, l'ombre jaune n'est plus, le monde est sauvé, un nouveau jour se lève sur le monde, mais voilà. C'était sans compter le retour de l'ombre jaune, toujours 1960. Comme vous le voyez, ces romans sont très peu espacés. Le retour de l'ombre jaune, alors là, évidemment, il faut faire revivre un méchant qui s'est pris une bastos en pleine tête. Alors comment fait-on pour faire revivre un méchant qui s'est pris une bastos en pleine tête? Eh ben, je ne vous le dirai pas, parce que là, pour ce coup-là, je ne vais pas vous le spoiler. Là, vraiment, Henry Verne, c'est vraiment réfléchi, c'est un peu tordu les neurones pour trouver quelque chose d'intéressant. Il y a même un deuxième, entre guillemets, effet Kiss Cool dans ce roman, c'est-à-dire il y a non seulement, évidemment, il y a une espèce de résurrection qui est expliquée, mais il n'y a pas que ça, il y a encore quelque chose d'encore bigger than life, on va dire. C'est un peu l'enquête menée par Bob Moran et Bill Ballantine pour savoir ce qu'est devenu l'ombre jaune. Enfin, pourquoi des gens, pensent avoir revu l'ombre jaune à Londres et ailleurs. C'est après ce roman qu'on va commencer vraiment à découvrir tout un tas de plans plus ou moins incroyables, étonnants, complètement fous de ce Monsieur Ming. Par la suite, il y aura donc les sosies de l'ombre jaune, etc., dont on reparlera peut-être un jour. Mais ces 5 romans forment vraiment la genèse de cet ennemi si particulier de Bob Moran. Voilà, maintenant on va parler un petit peu des choses qui peuvent fâcher. Alors oui, tout à l'heure j'ai fait une petite blague avec mon portrait en disant est-ce que ça serait pas un peu raciste? Et il faut quand même bien admettre que appeler un génie du mal l'ombre jaune, forcément c'est pas neutre. Donc l'ombre jaune est clairement une figure complètement inspirée d'un autre personnage de fiction qui s'appelle Fu Manchu. Fu Manchu est un personnage créé aux États-Unis plusieurs années auparavant, si je dis pas de bêtises, dans les années 20, dans les années 30, peut-être même un petit peu avant, mais en tout cas dans les années 20-30 pour sûr. Fu Manchu, c'est un génie du mal aussi, de type asiatique, même si dans les romans on ne dit pas qu'il est chinois ni quoi que ce soit, mais on dit qu'il est plutôt de type asiatique. Il a aussi des yeux de couleur assez spéciale. Fu Manchu a des yeux verts, ce qui est assez rare pour des asiatiques, ça arrive. Il existe des ethnies asiatiques qui ont les yeux verts, mais disons que c'est très rare, donc voilà, une couleur des yeux spéciale, tout comme Monsieur Ming, de type asiatique, tout comme Monsieur Ming, qui opère pas mal à Londres,
tout comme Monsieur Ming, et surtout qui représente à l'époque ce qu'on appelait le péril jaune. Le péril jaune, c'est une espèce de croyance raciste envers les Asiatiques et qui laisse imaginer que Chinois, Japonais seraient comme ça une espèce de race, désolé d'employer le mot, mais c'est comme ça qu'on les considérait, qui essayerait de renverser le pouvoir occidental, d'envahir le monde, donc on les représente toujours avec ce côté un petit peu pieuvre, araignée. D'ailleurs, l'image de Ming sous forme d'araignée, on l'a aussi dans un des romans de Bob Moran. Donc on retrouve cette imagerie comme ça de l'asiatique fourbe, traître, dangereux, et Fu Manchu, de même que Monsieur Ming, partage aussi cette chose, c'est qu'ils représentent, ils sont tous les deux à la tête d'un ordre, un vieil ordre, une espèce de vieille secte qui représenterait un petit peu la vieille culture asiatique, chinoise, etc., secrète, mystérieuse, qui vise encore une fois à renverser le monde libre, le monde occidental, etc. Une petite chose qui est différenciée, c'est que l'ombre jaune, comme je dis, apparaît en 1959, début des années 60, et Verne lui-même dit que, dans le texte, dit que ça ne représente pas le péril jaune tel qu'on l'entendait avant. Il ne représente pas le péril jaune tel qu'on désignait les Chinois et les Japonais, au début du siècle. Pour lui, il le fait dire que, voilà, Ming, l'ombre jaune, c'est une espèce de génie du mal qui dépasse ça. Mais bon, on retrouve quand même certains poncifs. Alors, comment gérer ça? Comment gérer ça quand on est un lecteur en 2022, etc. Alors, il est évident que créer un génie du mal qui ressemblerait à Fu Manchu ou à l'ombre jaune aujourd'hui, ça serait complètement idiot, je pense. Démoniser un peuple, ou même, ne serait-ce qu'un gouvernement, retirer toute une valeur humaine, en faire quelque chose qui serait de l'ordre du surnaturel, ou je ne sais quoi, ou du caché, ou du mystérieux, je pense que bon, aujourd'hui, on peut s'en passer. Mais bon, il y a un moment, quand on lit de la littérature de genre, des années 60, etc., peut-être qu'il faut être capable quand même de prendre ça pour ce que c'est. Je veux dire, on est quand même dans une littérature où des mecs voyagent dans le temps, chassent des dinosaures, rencontrent des extraterrestres, des crapauds humanoïdes, enfin, je veux dire, même les lecteurs de Bob Moran dans les années 60 savaient pertinemment qu'il n'y avait pas grand lien entre ce qu'ils lisaient et leur propre quotidien. Et clairement, une figure comme l'ombre jaune dans un livre avec un tel univers, peut-être qu'on peut la prendre pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est un génie du mal, de fiction. Et point. Il n'y a pas de projet politique de la part d'Henri Verne derrière de taper sur telle peuplade, etc. Il y a des restes chez lui, ça c'est clair. Il faut en être conscient, mais en même temps, on peut prendre ces livres vraiment pour ce qu'ils sont. On peut prendre ces personnages pour ce qu'ils sont. On peut prendre ces histoires, ces aventures complètement barrées pour ce qu'elles sont. On peut s'en amuser. On peut s'amuser avec. Je crois que c'est encore possible en 2022 de le faire. Et c'est ce que, de mon côté, je tente de faire autant que possible. Et je vous dis à très bientôt pour une 4e partie qui concernera encore Bob Moran. A priori, je parlerai certainement de dinosaures. Et puis, dans quelques temps, j'aimerais vraiment parler d'un cycle de science-fiction de haute qualité, de mon point de vue, chez Bob Moran, qui s'appelle le cycle d'Ananke. Mais on n'y est pas. À très bientôt. Au revoir.